Le 14 juin, au large des côtes grecques, un naufrage, le plus important que nous ayons connu depuis 2016, a coûté la mort officiellement à 78 personnes, des exilés qui fuyaient la guerre et la misère, mais en réalité, sans doute à des centaines et des centaines, peut-être 500, le chiffre est avancé, personnes qui étaient sur ce bateau, et je pense notamment à ces femmes et ces enfants qui étaient enfermés dans la cale pour être soi-disant protégés des hommes et qui ont disparu dans ce naufrage. Est mise en cause, comme, et ce n'est pas la première fois, les gardes-côtes, c'est-à-dire pourquoi ne sont-ils pas intervenus plus tôt, de façon plus efficace. Il y a même une personne qui était sur le bateau et qui a survécu et qui raconte que des gardes-côtes sont venus, ont lancé les cordes et ont coupé les cordes. Et en réalité, ce qu'on semble apprendre aujourd'hui, c'est que, et là aussi ce n'est pas unique, c'est déjà arrivé, il y a une logique de vouloir repousser au-delà de la zone d'intervention des gardes côtiers les bateaux qui arrivent pour éviter finalement de les sauver. C'est la logique globale choisie par l'Union européenne d'une Europe forteresse qui n'est pas capable d'accueillir, de sauver les gens. Et nous avons aujourd'hui, dans la mer Méditerranée, un immense cimetière, puisque en 10 ans, ce serait près de 26 ou 27 000 migrants qui seraient donc là noyés. C'est, d'un point de vue humain, absolument insupportable, et y compris le silence qui entoure ces questions-là, parce que on a du mal à avoir les informations, et je veux ici faire référence à, parce qu'on oublie des fois, la mémoire est assez courte, mais en 2021, on avait vu un naufrage dans la Manche, qui était justement entre l'Angleterre et la France, et on avait entendu, enfin avait été capté des voix de gens qui étaient censés sauver ces migrants, et dont on entend clairement qu'en réalité, ils ne font pas leur travail, et cela a coûté la vie à ces exilés qui traversaient la mer, mais alors qu'une enquête avait été demandée, eh bien cette enquête n'a pas vu le jour, et là, ce sont évidemment les ministres français, les autorités qui sont en cause de vouloir masquer la réalité des politiques qui sont menées. Donc ce sont des politiques qui sont humainement glaçantes, mais je vois bien que cet argument ne suffit pas, même s'il devrait suffire, à mobiliser toutes les voix progressistes pour dire que ça suffit. Ça suffit de laisser mourir des gens qui fuient la guerre et la misère. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que pour ce qui concerne les Ukrainiens, il y a eu là des capacités de solidarité assez inédites et qui donnent à voir le deux poids deux mesures qui masque mal, j'ai envie de dire, le racisme qui sous-tend ces politiques de rejet. Parce que quand il y a eu la guerre en Ukraine, la France, par exemple, a été capable de doubler les moyens qui ont été donnés pour accueillir les Ukrainiens, et on a été capable là aussi de donner des visas et d'accueillir relativement dignement les Ukrainiens qui venaient sur notre territoire. Alors pourquoi ce qui était possible pour les Ukrainiens ne l'est pas pour d'autres qui fuient tout autant des situations qui sont des situations de guerre, des situations de misère, et qui mériteraient en tout cas qu'on s'arrête sur leur sort et qu'on soit capable tout simplement de ce geste d'humanité. Et ça, c'est intéressant de voir comment notre débat a basculé. Ça veut dire qu'il y a un débat public dont les termes ont changé et qui aboutissent au choix, qui est un choix de fermeture. Et ce choix de fermeture a des conséquences qui sont des conséquences qu'il faut bien mesurer. C'est, à mon sens, évidemment, la progression d'une droite dure qui est obsédée par la purification ethnique, par la préférence nationale, par cette espèce de mystification d'un danger civilisationnel avec le délire du grand remplacement, et qui égrène depuis des décennies des mensonges dans le débat public. On l'a vu avec le drame d'Annecy, qui aurait dû mobiliser à la fois notre empathie, mais aussi notre capacité de concorde nationale devant un homme qui est pris d'un acte de démence. Mais derrière cet acte de démence, on n'a pas vu un problème de prise en charge psychiatrique, on n'a pas vu la démence, encore une fois, d'un individu, mais c'est comment dire, ça a rejailli sur l'ensemble des migrants, et en fait, l'extrême droite s'est jetée dessus. Et les droites plus classiques ont quelque part pris la suite pour nous expliquer qu'on était face à un francocide, hashtag qui
s'est développé sur les réseaux sociaux avec des manifestations dans lesquelles on a entendu des slogans particulièrement racistes. Et puis, comme on le sait, comme on connaît malheureusement, parce que ce n'est pas la première fois, une poussée xénophobe sur tous les plateaux télé dès le lendemain de cet événement. On a vu que tous les plateaux de télévision étaient occupés par Éric Zemmour, par Éric Ciotti, par Marine Le Pen, etc. etc. Et donc, c'est cette parole-là qui, à ce moment-là, domine le débat public avec une lecture qui est une lecture éminemment xénophobe et raciste. On avait déjà le débat réenclenché par la loi immigration proposée par le gouvernement. Il faut quand même savoir qu'on en est à la 23e loi en 30 ans sur l'immigration. Et pour toujours durcir davantage les conditions d'accueil, rendre plus difficile la possibilité pour ces exilés de venir s'installer sur notre pays de façon digne. Et on leur refuse cela aussi parce qu'il y a une pression dans le discours qui est la pression de l'extrême droite, qui a un impact sur ce que pensent au final les gens, puisque vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas les enquêtes d'opinion montrent que beaucoup de Français, 39% par exemple, pensent que le nombre d'immigrés en France est 2 fois plus important que ce qu'il n'est en réalité. Alors oui, il y a bien une vague migratoire internationale et qui risque de s'amplifier. Ça, c'est pas la peine de raconter autre chose, c'est la vérité. Et on le sait parce que plus se développent les guerres, plus il y a des gens qui veulent fuir leur pays. Et avec la crise climatique, on sait que nous allons avoir des réfugiés en nombre très très important qui vont chercher à fuir leur pays parce que inondés, parce que incendies, etc., etc. Donc il faut qu'on prenne ce sujet au sérieux, mais qu'on le prenne avec rationalité. Or, ce qui est très inquiétant, c'est de voir s'installer dans notre pays des mensonges, vraiment des mensonges, des contre-vérités qui sont répétés par tous les réseaux, les éditorialistes d'extrême droite, mais repris progressivement dans un discours qui devient un discours dominant. Donc je remercie tous les associatifs, les intellectuels, je pense en particulier à François Héran et d'autres, d'être capables d'affirmer dans le débat public que ce sont des contre-vérités, mais je pense que c'est aussi à nous, comme responsables politiques, d'être dans ce débat et de le dire sans phare. Non, il n'est pas vrai que la France prend sa part de l'accueil. Elle ne prend pas sa part de l'accueil et les chiffres sont là, têtus. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres à l'échelle européenne, c'est 58% de progression de la population immigrée dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Et pour ce qui concerne la France, c'est 36%. Donc c'est pas vrai qu'on prend notre part. Il n'est pas vrai non plus qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Pourtant, c'est ce que pensent de très nombreux Français, et en particulier dans les milieux les plus populaires, avec toute cette logique de bouc émissaire bien connue, qui fait que on essaie de s'en prendre à celui qui est au-dessus qu'on connaît, et ça devient soit celui qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire ce fantasme de l'immigré qui est un délinquant et qui est rabâché, ou alors celui qui est sur notre palier, dont on estime qu'il vient manger notre pain puisqu'il prend les allocations familiales alors que nous, on travaille et la vie est très dure. Donc ce discours-là, il existe. Il est prégnant et il faut le démanteler parce que ce n'est pas vrai. Des instituts très sérieux nous disent qu'il n'y a strictement aucune enquête qui est capable de dire qu'il y a un lien entre délinquance et insécurité. Et quand elle le montre, c'est par des biais, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est par des biais qui en fait ne sont absolument pas pertinents. Non, l'immigration ne coûte pas au pays plus qu'elle ne rapporte, c'est même l'inverse, en réalité, elle rapporte plus qu'elle ne coûte, puisque quand ils sont là, les immigrés, ils payent des impôts, ils contribuent à la vie économique, et donc au total, ils rapportent plus qu'ils ne coûtent. Et ça aussi, ce sont des stéréotypes qui sont très imprégnés dans les têtes, en dépit de rapports très sérieux, et je pense en particulier aux travaux de l'OCDE. Et non, dernier point de fantasmes ou de contre-vérités qui sont assénées par les droites dures. Non, ce n'est pas vrai. Fermer les frontières ne marche pas. Il n'existe pas un monde dans lequel on rendrait les frontières étanches. Et je crois que le mur du Mexique, voulu par Trump, le démontre. Ça continue de passer. Et toutes les frontières, notamment mises en place par Frontex, donnent à voir que les gens sont prêts à prendre des risques vitaux pour les surmonter. Et donc, on ne peut pas se barricader et totalement s'enfermer. Donc à partir du moment où on ne peut pas s'enfermer, à partir du moment où la migration est une réalité, elle est là et elle va se renforcer, la question est de savoir comment on la traite. Or, la traiter avec humanité est la seule voie
qui est une voie qui empêche la guerre civile et qui permet aussi de mieux faire vivre notre société. Parce que dans les délires que nous entendons, il y a cette idée que la France ne serait plus la France s'il y avait trop d'immigrés. La réalité, c'est que la France s'est façonnée dans son histoire par des vagues de migration qui ont produit à chaque fois effectivement du racisme, qui n'ont pas toujours été bien accueillis, mais qui ont fini par s'insérer dans la réalité française et qui aujourd'hui dirait que la France est la France sans Picasso, sans Aznavour. Je ne vais pas citer plein de cas, mais nous savons que c'est ça qui a façonné aussi notre histoire et qui fait la richesse et la force de notre pays dans sa capacité à intégrer des populations et dans cette diversité qui fait partie de notre richesse. Or, je constate que depuis plusieurs décennies, la gauche manque au rendez-vous pour tenir tête à l'extrême droite et qu'il y a beaucoup de silence, il y a aussi beaucoup d'atermoiements, il y a des formes de concessions qui sont faites à l'adversaire, qui datent un peu, mais qui sont reprises d'une certaine manière. C'était, vous savez, l'extrême droite pose des bonnes questions, mais n'apporte pas les bonnes réponses, ou on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et ça, ce sont des choses qui se répètent et progressivement, non, il faut quand même fermer. Vous voyez, des formes d'hésitation et qui font qu'on n'arrive pas à être franchement dans une opposition avec l'extrême droite qui permet aussi de façonner ce que pense l'opinion publique. Même si ce que pensent les Français est beaucoup plus nuancé. Là aussi, il faut regarder les enquêtes dans leurs détails. D'abord, ce n'est pas une préoccupation majeure des Français, l'immigration, ça n'est pas vrai. Ça, c'est le premier point. Donc, alors, quand on voit le traitement médiatique, on a l'impression que ça a une place beaucoup plus importante que la réalité dans les préoccupations des Français. Ça, c'est la première chose. Et que par ailleurs, les nouvelles générations sont beaucoup plus tolérantes. Et que donc le mouvement, en réalité, est un mouvement qui va vers la tolérance et vers l'accueil. Et donc moi, je dis que la gauche ne peut pas s'en sortir si elle n'est pas capable de tenir tête frontalement à l'extrême droite et à cette extrême droite qui gangrène tout le débat public. Autrement dit, eux disent qu'il y a une crise des migrants, une crise migratoire. Nous devons dire clairement, non, il y a une crise de l'accueil. Parce que si on revient à notre naufrage et à notre bateau, on se rend compte qu'en réalité, le problème aussi, c'est qu'on n'est pas capable de les sauver. Donc, si on veut les sauver, il faut investir dans un corps de sauvetage qui est bien formé et qui est capable de faire son travail et que ce ne soit pas simplement SOS Méditerranée qui le fasse. Mais surtout, cette crise de l'accueil, c'est au quotidien, en France, des problèmes qui sont posés et qui pourraient être autrement solutionnés. Quand ces migrants arrivent, nous devons pouvoir les accueillir correctement, ça veut dire créer des structures d'accueil. Nous devons pouvoir leur apprendre le français, ça veut dire investir dans ces possibilités de mieux les intégrer. Ça veut dire aussi que quand ils travaillent, il faut qu'ils aient des papiers, parce que s'ils n'ont pas des papiers, en plus ça tire tout le monde vers le bas. Et ça les met en danger. Et si vous prenez la question de la santé, le fait de ne pas avoir de papier, de ne pas pouvoir être correctement soigné, si vous croyez que les maladies s'arrêtent, notamment les virus, non, ils ne s'arrêtent pas. Donc protéger les Français, c'est aussi leur donner des papiers pour les protéger, ce qui nous protège. Et ce qui permet aussi de ne pas mettre en concurrence des sans-papiers qui feraient un travail ultra sous-payé par rapport à d'autres qui auraient, eux, leurs papiers, qui seraient français et à qui on dirait « mais on n'a plus besoin de toi » puisque d'autres sont capables de le faire de façon beaucoup plus exploitée et beaucoup moins chère. Donc je pense que ça nous tirerait tous vers le haut et compliquer la vie de ceux qui auraient le droit d'asile ou qui auraient droit à un titre de séjour comme on le voit aujourd'hui en France. Moi, j'ai toujours en tête ce préfet en Seine-Saint-Denis qui m'a dit droit dans les yeux « Madame Autain, nous n'avons pas la capacité de faire vivre l'état de droit. » Et pourquoi ils n'ont pas la capacité? Parce que les moyens ne sont pas mis dans les préfectures pour que les gens puissent être accueillis en temps et en heure. Et parfois, le délai est dépassé pour avoir son papier. Et donc, c'est une mise en danger de ces personnes, alors que si nous faisions notre devoir d'accueil, eh bien, ça se passerait tout à fait différemment. Donc, c'est une vision qui est à la fois humaniste, mais qui correspond aussi aux besoins de la France. Moi, je n'ai pas peur de dire que nous avons besoin de ces personnes qui viennent sur notre territoire et qu'elles font partie de la richesse de notre pays. Et quand on pense à tout ce qu'on a à faire, toute une série de métiers qui sont aujourd'hui occupés, on le sait, beaucoup par des immigrés, la moindre des choses, c'est de leur rendre la tâche plus facile plutôt que de la leur compliquer puisqu'ils participent à la vitalité de notre pays. Et si l'on pense à tous les métiers qui doivent se développer, à la transition écologique, aux besoins
que nous avons par rapport à un déficit démographique aussi qui est le nôtre, même en matière de sécurité sociale. Hein. Je veux dire, si on met dehors tous les immigrés, je ne sais pas qui va payer nos retraites. Alors, je sais que l'extrême droite propose des politiques natalistes pour faire en sorte que les femmes françaises se reproduisent davantage, mais je crois que ça, ce n'est pas une solution humaniste et féministe, et que la solution qui est d'accueillir ceux qui fuient la guerre et la misère et qui sont là est quand même une solution qui est une solution autrement plus juste et plus pérenne et plus intéressante. Donc, je suis pour que nous y allions frontalement face à l'extrême droite, parce que je pense que si on ne le fait pas, non seulement nous mettons en danger les migrants, mais je pense que, y compris politiquement, nous serons mangés tout cru, et c'est pourquoi il faut y aller brut, fort. Avec un dernier argument que je livre, je lisais le tweet de Benoît Hamon ce matin, et qui m'a bien plu parce qu'il résume bien aussi un des problèmes. Vous savez que, évidemment, il y a des gens qui s'enrichissent dans cette histoire-là, parce que quand vous prenez le bateau, vous payez. Et là, je lisais que pour embarquer, c'est à peu près 5 000 euros. Donc quand vous voyez les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de personnes qui fuient et qui arrivent par ces bateaux, vous dites que là, il y a un trafic qui est quand même un trafic de haut niveau, avec des milliards d'euros qui alimentent un phénomène de corruption. Donc même si on veut parler de notre propre sécurité, eh bien on voit bien que là, ce système-là, il génère de l'insécurité. Et Benoît Hamon résume très bien la chose, il me dit: comme la prohibition qui fit la fortune d'Al Capone et des mafias, ceux qui prohibent les migrations légales, refusent le regroupement familial, ferment les frontières, sont les parrains officiels des mafias qui envoient les exilés à la mort. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi de le revoyer à la tête de l'extrême droite et aussi de ceux qui marchent dans leurs pas, puisque la loi Darmanin qui va arriver à l'Assemblée nationale probablement à la rentrée est une loi qui, même s'il y a un petit point qui dit on va régulariser ceux qui travaillent, mais comme il négocie avec LR, je ne sais pas ce qui restera à la fin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un volet qui va rendre encore plus difficile les possibilités d'accéder à des titres de séjour, avec une surveillance accrue, une répression encore plus grande prévue contre les migrants. Et donc c'est plutôt cette pente-là qu'a déjà utilisé le gouvernement, puisque ce n'est pas sa première loi asile et immigration, et qui court après la droite, qui court après l'extrême droite. Et bien dans cette affaire-là, je pense que la gauche doit être au rendez-vous. Or pour l'instant, nous n'avons pas réussi à recouvrir de notre voie de justice et d'humanité, et de raison aussi, j'ai envie de dire, nous n'avons pas réussi à recouvrir le discours xénophobe, raciste, de rejet, d'exclusion qui est proféré par l'extrême droite. Et c'est pour ça que nous avons un défi, c'est nous remettre sur pied là-dessus avec un discours clair. Et je pense que ça, c'est la voie qui nous permet de damer le pion à l'extrême droite.